Et alors il y a la sorcière qui fait comme ça. Vous pensiez pouvoir vous échapper de mon château? Et alors à ce moment-là, il y a Créfin qui fait comme ça. Attention les aventuriers, c'est une connasse ancienne. D'abord, elle va vous empêcher de peindre vos figurines de Warhammer 40 000, et ensuite elle vous dira que boire de la bière en jouant à Warframe n'est pas une activité sociale. Ah bonjour les gens. Bonjour. Bonjour ou bonsoir si vous êtes à table. Ah, quelle histoire quand même. Hein. J'ai rien compris. Non mais c'est pas grave, c'est pas grave. Peu importe. Bloodlust. Celui-là, vous l'attendiez. Hein. Comment t'as prononcé Bloodlust? Bloodlust. Bloodlust. Vous l'attendiez parce que... Mais fin de l'année 2017 a été pauvre en jeu de rôle de notre côté, donc il nous a fallu un certain temps Ben oui. pour avoir des histoires à raconter. Comme, Bah ils ont eu drôle d'histoire pour s'abreuver entre-temps. Ben, faisons une petite pub, c'est vrai. Ça, On l'avait pas déjà fait je pense pas. Je pensais en parler dans une prochaine vidéo ou quoi. Mhm. Mais si on en a parlé dans un live qu'on avait fait, mais donc il y a des gens qui font Il y a des gens qui vont avoir un procès au qui cul. font des fausses histoires qu'on est des 20 et qui osent en plus commencer en disant qu'ils ont repris l'idée de l'histoire qu'on est des 20, alors que nous c'est 100% original, on n'a pas repris ça à De Spoonie. qui que ce soit. Non, c'est vrai. Spoonie n'a rien à voir avec nous. Spoonie, j'allais pas dire que Spoonie n'existe pas. Counter mais Monkey. Spoonie et Counter Monkey n'existent plus. Voilà, C'est ça. non. Mais donc Oui. nous avons des fans qui ont repris un petit peu la formule et donc mais vas-y Gilles, je t'ai des coupé. fans de la formule. Mais donc il y a la chaîne de Shedren qui fait des chouettes vidéos sur le jeu de rôle. J'ai bien aimé sa dernière vidéo sur comment décrire les lieux. Et il fait avec un ami à lui ou parfois d'autres personnes vraiment ça. Il fait l'équivalent d'Histoire au coin des 20 où il raconte leurs histoires de jeux de rôle qui, visiblement, ils se souviennent beaucoup mieux de leurs aventures que nous. Bah oui. Ils sont probablement pas étalés sur 25 ans. Et c'est très sympa, et donc voilà, vu que nous on vous fait poireauter à chaque fois un mois avant de sortir un histoire au coin des 20, eh ben vous pouvez vous faire plaisir et aller voir cette chaîne sympa. Et sur ce, mon cher ami, qu'est-ce qu'on boit? On boit du québécois. On boit la petite cabane. La petite cabane avec... ce qui est une bière à l'érable. Qui est une bière à l'air, mais Tout à fait. qui est une bière sans décapsuleur. Tu n'as pas un Attends. vrai décapsulateur? Bah la clope électronique marche pour ça. C'est intéressant. Bah tout à fait. Bonne utilisation. Ah, c'est des... Attends, c'est des bières... Ah, c'est à l'américaine, évidemment. on peut les descrouer. Ah oui, voilà, c'est plus simple. Eh bien, santé. Santé. Mmh. On sent l'érable. Oh c'est marrant, tiens. Ça goûte le gâteau. C'est pas désagréable. On sent... C'est très différent des bières belges. Mais c'est particulier, c'est mais pas j'aime. désagréable. Bon, bref, mais les gens, ils sont pas venus nous entendre Non. parler d'érable. Tout à Ils fait. sont pas venus pour nous entendre parler d'érable, pour nous entendre dire de parler de... Bah, bref, tu vois ce que je veux dire. Bloodlust. De Oui. Bloodlust. Donc nous avons une aventure et demie à raconter, plus ou moins. Quelque chose comme ça. On vous refait très très vite le topo des personnages parce que c'est compliqué, mais regardez la vidéo d'avant, la première partie sur Bloodlust pour vraiment la présentation des personnages et de l'univers. Mais en gros, donc nous jouons des armes-dieux qui sont portées par des humains, et les 4 du groupe jouent chacun une arme-dieu et le porteur d'une autre arme-dieu. Ouais. Alors, si je ne dis pas de bêtises, moi, je joue Roharam, qui est une masse d'armes qui peut soigner et empoisonner, qui est portée par Hashim, qui est joué par Petite Val. Ça va être compliqué. À la rigueur, ne parle peut-être même pas trop des joueurs, mais voilà, enfin, du porteur et de l'arme, mon qui est cher porté Gilles. par Hashim, joué par Petite Val, qui elle-même joue l'arme-dieu qui est un espèce d'énorme katana à 2 mains. Non, c'est un cimeterre à 2 mains en obsidienne, mon Voilà. cher Gilus. Très bien, très bien. Qui est porté par Aline, qui est elle jouée par Moustache, qui lui aussi joue l'arme-dieu Meraxès. J'ai fait mes devoirs. Hein. Ouais, ça va, L'arme-dieu c'est bon, Meraxès c'est qui surtout. est une dague chaotique qui aime semer la zizanie, qui est portée par Liane, j'étais presque, qui est joué par Gigi, qui lui-même joue l'arme-dieu Glandil, qui est porté par Abnon, qui est joué par moi. Ok. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que Lien, Abnon et Aline sont 3 frères et sœurs
qui étaient les prostituées du village dans lequel ils sont arrivés. Mais on va raconter le début de l'histoire, en fait. On n'a pas raconté la dernière fois En fait, non, on a quasi rien raconté. Ça a spoilé, parce que c'est le scénario d'introduction Blood Lust. Alors, il y a vraiment le réchauffement climatique, quoi. Il y a des mouchettes. On est en début février, il y a une mouche dans la pièce. Il y a des mouches dans l'appartement. Ah, bah, dis donc. Oui, je raconte le début du scénario. Vous y va. Parce que Gilles vous dit ça va spoiler. Alors oui, c'est vrai, ça va spoiler. C'est-à-dire que ce que je masterise dans Bloodlust pour l'instant, c'est une version, comme d'habitude avec moi, très traficotée de la campagne des Éclats de Lune, qui est reparue sous les éditions Bad Buta. Et donc ils ont réécrit cette campagne un peu à leur sauce, et cette campagne mise à leur sauce, eh bien je l'ai mis à ma sauce. Et donc effectivement ça va spoiler pour ceux qui ne l'ont pas faite, et ça va sembler bizarre pour ceux qui la connaissent ou qui l'ont lu. Mais donc, par où on commence Avant, on va pas rentrer dans le détail, mais il faut savoir qu'avant que nous ayons fait le premier scénario, on a fait un petit peu l'histoire de nos armes avant ce premier scénario. Il me semblait qu'on avait raconté tout ça. Non, on l'a pas raconté, on a juste présenté les personnages. Ok. Donc oui, effectivement, avant de masteriser le premier scénario, déjà, donc dans le magazine des éditions Bad Buta qui s'appelle Le Chagar enchaîné, il y a un aide de jeu quand même assez conséquent, qui est très sympa, qui en fait raconte l'histoire des 4 armes-dieux, il y a longtemps, très longtemps. Et ça permet déjà d'un petit peu forger, si vous me permettez ça. Quel jeu de mots Le caractère des armes-dieux. Et donc, en gros, l'histoire, dans les grandes lignes, c'est que nos armes-dieux se rencontrent, deviennent potes, tombent amoureuses d'une arme bien particulière, et ensuite, lors de leur pérégrination, tombent sur une arme nouvellement, excusez-moi, je pense que je vais vomir, une arme... Une jeune arme, en fait. Une jeune arme, un dieu qui vient de s'incarner dans une arme et qui donc n'a presque plus de souvenirs. Et il l'adopte un petit peu comme on adopterait un enfant. Et alors, comme j'ai dit à l'époque, mais qu'est-ce que vous lui avez appris? Qu'est-ce que vous lui avez enseigné? Tout ça, c'est la faute de Mère Access. Et évidemment, cette bande d'andouilles lui apprennent à être traître, veulent, à foutre le chaos, à foutre la merde et tout et tout. Et l'histoire se termine quand cette arme, les armes qu'ils ont adoptées, mais sur laquelle je n'arrive pas à remettre. Je me souviens plus. Je vais à chaque fois vérifier. Bref, que leur enfant les trahit ça nous reviendra. et tente de tous les tuer dans une gigantesque explosion de magie. Et le Glandrim, qui est l'arme qui est un petit peu leur amour à tous, voilà, oui. se sacrifie, qui est une arme en or. Donc nous sommes des dieux incarnés dans les armes, et on tombe tous les 4 amoureux d'une autre arme-dieu. Et donc, trahis par leur fils adoptif, ces dieux incarnés dans des armes qui normalement sont immortels. Les armes sont indestructibles et leurs âmes sont immortelles. Et bien cette explosion de magie est tellement puissante qu'elle va les détruire, et que la trahison va réussir. Et à ce moment-là, Glandrim, qui est une arme en or qui peut soigner, elle peut ramener à la vie. Elle peut soigner, elle peut ramener les gens à la vie, exactement. Mais toujours suite à un sacrifice, eh bien, elle se sacrifie elle-même, elle sacrifie son âme divine, elle explose son corps de métal pour sauver ses amis. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que 10 000 ans plus tard, vous vous réveillez. C'était genre de 3000 ans plutôt, non? Attends... Mais non, vous m'aviez déjà tous la question. Vous m'aviez déjà tous fait genre quoi, 10 000 ans? Non, c'était pas 10 000 ans. Tu m'as dit que les armes les plus vieilles du monde avaient environ 10 000 ans, donc non, elles sont beaucoup plus vieilles que ça. Dans mon souvenir, c'est 10 000 ans à la grosse louche. 10 000 ans à 9 000 ans près, voilà. Ou peut-être juste 1000 ans. Peu importe. Donc pendant très longtemps... On n'est pas à 0 près dans la zone geek. Nous dormons pendant très longtemps. Enfin, en gros, une arme-dieu, il faut savoir que tant qu'elle n'est pas tenue par un humain, elle n'a conscience de rien. Elle n'est rien.
Elle est dans un vide. C'est pas c'est pas chouette. Les dieux dans Bloodlust se sont incarnés dans des armes pour pouvoir ressentir et vivre à travers les humains toutes ces expériences merveilleuses qu'ont les humains, à savoir le plaisir, l'amour, mais aussi la rage, la haine, parfois la souffrance, mêlée Et de le sexe. plaisir, le sexe, la beuverie, etc., etc. Mais quand une arme dieu n'est pas en possession, n'est pas dans les mains d'un porteur humain, eh ben elle est dans les limbes. Et voilà, et C'est pas drôle. vous avez passé une très très grande période de temps dans les limbes, Tout à fait. jusqu'au moment où vous êtes récupéré. Et vous êtes Ouais. surtout enterré sous terre depuis... Je tiens juste à préciser avant que dans nos petites histoires, nos petites aventures, on avait fait un petit peu deux duos. Il y avait un petit peu Ki et Meraxes, qui était un duo chaotique, qui allait foutre la merde, et Donc, Chimera Access, c'est le cimeterre à deux mains en obsidienne qui pense qu'à combattre. qui veut la gloire au combat, qui est un peu le guerrier du chaos, et Meraxes qui est la dague de l'entropie, et Voilà. qui veut mettre le désordre là où il y a de l'ordre, et de l'ordre là où il y a eu du désordre. Alors que de l'autre côté, il y avait Glandil et Roharam, et nous, notre but c'était de créer une super société où nous étions à la tête. Moi j'étais le grand prêtre et lui était un petit peu le roi. Et donc, Et Glandil et Roharam. Donc, Glandil est l'arme créée par Gigi, voilà, qui était un fouet de perles. qui est un fouet fait de chaînes d'argent et de perles d'huîtres géantes, euh, qui a des pouvoirs basés sur la glace. Donc, Glandil, Force et fraîcheur. force et fraîcheur, qui ne respecte que la beauté. C'est une arme qui veut voir autour d'elle des gens beaux, bien habillés, qui aiment qui aiment faire un petit peu, comment dirais-je, être aux commandes de la mode, ce genre de choses, mais qui a aussi un tempérament de guerrier, mais très... n'est-ce pas? Oui. Et Roharam, Et moi, Roharam. moi j'ai vraiment une soif de pouvoir. C'est une arme sénile. T'es le gros Ouais. os, avec un crâne Je suis au un bout. gros os avec un crâne au bout. Je suis vraiment une arme très ancienne qui était tenue au tout début par des gens un petit peu primitifs. Et le truc, c'est qu'à nous deux, on avait fait un petit peu une société qui est tombée, pas directement à cause de qui et de Non, Meraxes, c'est à non, cause non, d'une non. autre arme. Parce qu'on a rencontré des armes, c'était sympa, ça a permis de créer des PNJ. Dans Il y avait des le armes. prologue, il y a littéralement une armée dirigée par une autre arme-dieu Ouais. qui fait Qui partie nous a un peu bousillé, des, ouais. des PNJ qui, en gros, a été engagée pour vous défoncer la gueule. Et vous savez Ouais. pas très bien pourquoi. Vous, petite ville qui s'était développée sur les rives d'un fleuve, vous aviez développé une ville dont vous étiez les deux Ouais, dieux. ouais. Et ce mercenaire a engagé les deux autres, à savoir Ki et Meraxes, pour vous détruire. Et ils ont réussi à vous détruire. Et c'était eux directement? Parce que il me semble Non, qu'on non, non, était- eux avaient Ouais. été engagés, Oui, oui, et à un mais- moment, vous avez Ah bon, trahi. on Quoi. s'est remis. Mm. Ah bon. Typique, ça c'est un bon truc pour décrire Meraxes. Donc mon personnage, via son porteur, il avait accumulé un certain nombre de parchemins, beaucoup de connaissances, c'était le but. Mhm. Et quand notre civilisation a été détruite, j'ai mis tous les parchemins sur une petite barque. une petite barque et je les ai balancés. Afin Et- que la connaissance survive, Voilà, tel et- un petit Noé... pas Noé... Moïse. Moïse, Voilà. voilà. Et Meraxes a essayé de brûler mes parchemins parce que voilà. Et ce qu'il faut savoir, c'est que plus tard, on avait commencé à créer une nouvelle civilisation et là, mon personnage, Roharam, était déprimé parce qu'il y avait des problèmes avec Glandrin. Mhm. Et là, quand la deuxième civilisation a été un petit peu détruite, j'ai dit ok, les connaissances accumulées cette fois, sans Glandrin, elles ne valent pas le coup, donc je vais les détruire. Et j'ai voulu brûler moi-même mes parchemins. Et là, Meraxes m'en a empêché. Parce Donc- qu'il avait un culte avec des cultistes qui répandaient le chaos. Et donc, son qui but a- est toujours de faire l'inverse de ce qu'on veut. Enfin, Oui, c'est compliqué. je peux te dire que pour un maître de jeu comme moi, c'est un grand plaisir. Moralité, quelques milliers d'années plus tard, nous entendions une voix. Oui. Une voix d'un gros boulet. Qui n'est Ouais. pas le dessinateur boulet que vous pouvez trouver sur Internet. Ouais, une voix vous a parlé, si je ne me trompe pas. Et vous avez été déterré, vous avez été retrouvé au fond d'un boyau de mine. En fait, oui, non, vous avez été réveillé par des bruits de combat.
Mhm. En gros, ben, quand vous vous êtes éveillé à ce qu'il y avait autour de vous, il y avait plein de choses très étranges qui se passaient. À savoir, vous étiez conscient de votre environnement sans être porté par quelqu'un. Vous étiez dans une brouette, Oui, enfin dans une brouette de mine. tout à fait. Tous les mineurs étaient morts. Visiblement, ben ça je peux le dire parce que vous l'avez trouvé plus tard, mais ils se sont entretués. Oui, À pour la, nous. à Pour la nous. vue d'armes Dieu, ils se Oui. sont entretués. Et le seul survivant, c'était l'idiot du village, à savoir enfin, celui qui est appelé Boulet, qui vous a mis dans une brouette et qui, suivant les voix dans sa tête, vous a amené jusque dans un village. Et bizarrement, oui, nous savions parler avec Boulet sans qu'il Oui. nous prenne. On ne sait pas si ça vient de lui ou si c'est un don de Glendrill ou autre chose. On ne sait pas encore, donc je ne vais pas poser la question, je ne vais pas me regarder Nurgle. Comme d'habitude, ici, bon, ben, on vous raconte la campagne qui est en cours. Et donc, on va mettre en place quelques filets, comme pour la campagne j'allais dire de Warhammer, de Donjons et Dragons, à savoir, moi, en tant que maître de jeu, ben, je peux pas rentrer trop dans les détails, Ah parce oui. que mes joueurs sont encore en train de jouer Bien sûr. tout ça. Mais donc, voilà. Et donc, la première mission, entre guillemets, qu'on avait, c'était de nous trouver des porteurs. Mhm. Et entre guillemets, aidé par Boulet, qui avait un petit peu peur, qu'on a réussi à plus ou moins manipuler. Les premières personnes qu'on a rencontrées, en fait, sont devenues nos porteurs. Non, Plus vous ou avez moins. d'abord rencontré les chasseurs. On a d'abord rencontré les Vous chasseurs. avez d'abord Ok. rencontré les chasseurs, et vous en aviez rien à foutre des Il chasseurs. semble qu'on les Qui a étaient des rencontrés personnages... après. En fait, non. Et Non, non, on a c'était- vraiment eu la description des chasseurs, en tout cas, après. Ça, je suis certain. Oui, c'est possible. Je vous ai peut-être juste dit qu'il y avait un mec avec un chien, une nana avec un arc et un autre C'est possible qu'on qui qu'on les ait ressemblait, croisés, mais... qui ressemblait à Tormund dans Game of Thrones. Ouais. Mais bon, voilà. Et donc, les premières personnes qu'on rencontre vraiment, ce sont les prostituées du village, qui sont deux sœurs et un frère, qui sont les putes du village. Et Sont ça a les- directement Ce sont les plu, prostituées du village. ça a directement plu aux autres. Alors moi, qui ai des standards, en fait c'est très simple. Roharam, son plus gros pouvoir c'est celui de poison, et pour que mon porteur puisse l'utiliser, il doit avoir une certaine connaissance dans les épices. Donc on Ouais. vous rappelle, les épices, c'est vraiment un petit peu la magie de Bloodlust, ce sont des espèces de drogues magiques. Dans Bloodlust, mais mettons ça bien au clair, puisque cette histoire va continuer. Dans Bloodlust, il n'y a pas vraiment de magie. Il y a la magie des dieux, des armes dieux. Il y a le chaos qu'elles peuvent causer autour d'elles en dégradant la Ça réalité. va revenir, ça. Euh, Il y a des effets aléatoires. Quand on utilise trop nos et- pouvoirs, il y a des effets aléatoires qui arrivent. et donc l'équivalent, je dirais, de la force dans Star Wars, du chaos dans Warhammer, comment est-ce qu'on a un MacGuffin? C'est possible? Un MacGuffin, oui, je sais pas pourquoi tu... Enfin, Bref. un MacGuffin, c'est un, Alors non, j'utilise mal le terme MacGuffin. un Mais élément bref, dans le scénario. Pardon. dans Bloodlust, ce sont les épices. Et donc, en fait, dans les déserts des Batranoban, ou des Batranoban, hein, c'est jamais très bien comme on dit, ils font pousser des plantes magiques, enfin des plantes plutôt, mais qui, distillées d'une certaine manière, acquièrent des effets presque surnaturels qu'on appelle l'épice. Voilà. Et d'ailleurs, l'un des métiers les plus importants et les plus respectés dans le monde de Bloodlust, c'est être épicier. Ce qui ne signifie pas que tu vends des poulets rôtis le dimanche matin au marché, mais bel et bien que tu peux vendre une poudre qui, une fois sniffée, va faire de toi un guerrier beaucoup plus puissant, ou qui peut rendre ses facultés, je dirais, à un vieillard impotent, ou etc. etc. Voilà. Et ça, c'est le truc de mon arme, c'est elle donne des bonus aux gens ceux qui utilisent ont des bonus en épices, en soins. Ils peuvent utiliser des poisons à volonté grâce au pouvoir de l'arme. Et je soigne aussi mon porteur et je peux soigner éventuellement d'autres personnes dans certaines circonstances. Et donc, moi, pour faire simple, je cherchais quelqu'un de vraiment spécialisé là-dedans. Et mon porteur, ça a été Hachim, qui était un espèce de dealer, mais
un espèce d'aventurier dealer, Oui, un petit peu. le petit trafiquant aventurier Voilà. du coin, quoi. Voilà, mais c'était pas non plus. C'était que un voyageur Mhm. avec certaines ressources, disons. On va dire que c'est un petit passeur, petit dealer de drogue dans ce coin, mais qui en gros doit un peu zigzaguer entre toutes les bandes de pillards et les autres bandes de passeurs et les autres bandes de dealers. C'est un peu le loup solitaire de cette bande-là. Alors, ce qui est rigolo, c'est que donc moi je dois avouer que je prends mon pied avec un personnage que je n'ai pas choisi, vu que je joue le porteur de Glandil. C'est Glandil qui l'a choisi, qui est donc le beau Abnon. Le beau et jeune Abnon. Alors, ça faisait super longtemps que j'avais plus joué un personnage full charisme. C'est un personnage, j'ai toutes mes compétences, tous mes attributs, c'est autour du charisme. Et j'adore ça. Je prends mon pied, je crois que tu le remarques. Oui, oui, je vois. Donc je vais essayer de le faire survivre, on ne sait jamais. Et on voit bien, il y a une super dynamique entre toi et Glandil. Voilà, oui. Donc l'arme qui en fait me fait un peu penser à Slaanesh dans Warhammer, mais en moins Oui. malfaisant. Gigi Slanesh, Et- c'était son armée dans Et Warhammer. le jeune coq, d'horreur 40 en 000. fait. Et vous avez eu quelques échanges qui étaient très Ah oui. très bons. Oui. Euh, Et ce qui est rigolo, Gigi a parfois un petit peu plus de mal avec la porteuse qui joue, qui joue en fait, qui est Liane. Liane, je sais pas pourquoi. Liane. Qui est, elle, c'est l'aînée de la fratrie. Mhm. Et donc qui est un petit peu plus autoritaire et qui essaie, voilà, qui se rend bien compte qu'ils ont eu une vie de merde à cause de X ou Y, et qui maintenant essaye d'utiliser cette opportunité de devenir porteuse d'armes Non, non. pour améliorer la famille. Mais Gigi fait du très bon boulot avec le personnage qu'il a. À savoir, il est la grande sœur Voilà. de ce trio, qui ont été obligés de se prostituer parce que c'est des orphelins qui eux-mêmes étaient des consommateurs de drogue, et qui, elle, prend, je dirais, pleinement conscience que maintenant on a des dieux, on est presque des demi-dieux. Oui. Qu'est-ce qu'on va faire et comment est-ce qu'on va améliorer la société ou se venger sur la société? C'est assez intéressant. Voilà. Et à côté de ça, Aline, c'était la petite sœur. Mhm. Et donc Moustache la joue toute petite et mignonne. Si ce n'est que, comme elle porte l'arme la Le plus... cimetière à deux mains. Voilà, c'est quand même la petite Aline qui est le plus en force et en constitution et tout ce genre de choses, quoi. Donc effectivement, la petite rousse d'1,55 m, elle trucide, quand elle veut tuer quelqu'un, elle le trucide Voilà, direct. elle est bien bourrine, et surtout Voilà. son arme est ultra bourrine de base. Enfin, le gros problème de Ki, notre cimetière à deux mains, c'est que on peut pas cacher Ki. Oui, parce qu'il faut aussi dire une autre chose, c'est que donc nos 4 armes-dieux, qui sont d'une certaine manière les personnages principaux de la campagne, donc ils sont morts, leur corps de métal a éclaté à cause de l'explosion de magie de la fin du prologue. Et quand Glandrim, à ne pas confondre avec Glandil, mais Glandrim, donc l'arme qu'ils aimaient, la soigneuse d'or, elle s'est sacrifiée, eh bien, elle a raccommodé leur corps métallique en se faisant fondre. Et donc, en fait, que ce soit Glandil, Ki, Meraxes ou Roharam, vous êtes rafistolés, vos morceaux cassés sont ressoudés par de l'or. Comme les poteries japonaises. Voilà. Allez voir, je sais plus quand. Ah non, je crois que c'était juste un message Facebook, mais je sais que Axolot en a parlé à un moment. Bah bon. Et donc, bref, en gros, effectivement, si on prend Meraxes, qui est une dague étrange, je ne sais plus en quoi il est fait. Je crois qu'il est en mercure. Il est fait il est à moitié liquide, en mercure en fait. solidifié. Une dague en mercure solidifié, rafistolée avec de l'or, on peut la cacher. Ouais. Mais un cimetière à deux mains d'1,40 m de long, C'est pratique en combat, hein. en obsidienne, rafistolé avec de l'or magique, Ça passe pas inaperçu. ça passe pas inaperçu. Donc les gens savent en disant « Oh putain, elle a une arme dieu, il faut s'en méfier. » Voilà. Et évidemment, ça excite toutes les convoitises des gens qui se disent « Mais si j'arrive à la tuer, je pourrais prendre son arme et je deviendrai moi aussi un dieu. » Voilà.
Et donc ça c'est le On n'arrive problème. nulle part avec notre Non, histoire, mais on a bien planté le décor. Voilà. La première partie d'introduction, on a pas mal tourné en rond, mais basiquement, on était dans un petit village où tout le monde nous détestait. euh, en tant que porteur, hein. Je suis étonné de à quel point on arrive maintenant à jouer. La phrase qu'on vient de dire, c'est le porteur qui l'a dit ou c'est l'arme. On arrive pas mal à jouer là-dessus, surtout en faisant des voix. Là, donc j'avais Il nous décidé, a fait les deux parties, hein. quand je préparais Bloodlust, je me suis dit, ok, la manière la plus cool de faire jouer ce jeu, c'est d'avoir 4 personnes qui font les armes, et les 4 mêmes qui font les porteurs d'une autre arme. Et donc j'ai le cercle du destin, hein, avec un tel et l'arme de un tel, etc., etc. Et ça m'avait semblé être une idée géniale sur le moment. Quand je l'ai proposé aux joueurs, ils m'ont dit « Ouah, putain, ça va être cool, ça va être le bordel, mais ça va être cool. » À la fin de la première séance, moi j'étais comme ça. En train de me dire « Putain, Norgueul, t'as encore fait fort. Ça va tenir 3 séances et puis ce sera fini. » Et il n'a pas fallu longtemps. Non. Je dirais à la fin de la deuxième Ouais. séance, vous vous y retrouviez très bien. Ouais. Vous avez des voix. Vous avez des voix pour vos armes. Ouais. Vous avez des Mimiques, des mimiques et habitudes. des habitudes. Et maintenant, tout le monde comprend quand vous jouez l'arme ou quand vous jouez le porteur. Ouais, il a fallu un peu de temps. Plus de Mm. 4 joueurs, ça marchait pas par contre. Ouais. Ça, c'est le max. Non, ce serait trop le bordel. Mais donc, premier scénario, en gros, il y a une caravane qui passe dans ce petit village. Mm. Ils savent qu'il y a eu un truc bizarre à Au la mine. passage, vous avez loupé pas moins de 5 autres porteurs potentiels qui étaient simplement dans l'auberge. Mais vous Ah. n'avez pas mis les pieds dans l'auberge. Moi, je veux dire, moi, je cherchais le meilleur épicier du coin. Mm. Et les 3 autres, ils ont dit la fratrie, qui sont des gens un petit peu pervers, c'est parfait. Ils sont partis un petit peu là-dedans. Ouais, c'est vrai. Et donc, une fois qu'on a nos porteurs, on part un petit peu à l'aventure. Donc, quelle est la mission générale de nos armes? Parce que c'est eux qui dirigent les porteurs plus qu'autre chose. C'est de retrouver ce petit con qui nous a trahis, qui essaie de nous tuer et qui a tué Glandril. J'arrive toujours pas à me souvenir de son nom. Mais bref, oui, il y a un fil rouge et ce fil rouge, c'est l'une des meilleures motivations pour partir à l'aventure, c'est la vengeance. Et pour connaître son nom, vous devrez attendre la prochaine vidéo, en fait. Oui, c'est plus ou moins ça, parce que je ne saurais J'ai plus... oublié. J'arrive plus à remettre le doigt dessus, mais en gros, voilà, j'ai quand même mis un fil rouge, et il y a 2 choses que j'ai dû vous imposer à vous les joueurs. C'est le fait que vous étiez tous amoureux, ou en tout cas... Moi, j'ai embrassé Tout à ce fait. destin. Je sais que Val et Moustache ont eu un peu plus de mal quand j'aurais dit j'en ai rien à foutre de vos considérations. Le prologue veut que vous soyez amoureux de cette arme, donc je vous pose pas la question de savoir si oui ou non, je veux savoir comment. Et les joueurs, habituellement, ils aiment pas quand on leur impose un truc comme ça. Et puis, il y a eu un deuxième truc que je leur ai imposé, qui était de dire, maintenant, vous avez une obsession, c'est retrouver votre enfant et vous venger de lui, qui a essayé de vous tuer et qui a failli mettre fin à votre éternité en tant que Dieu, hein, c'est pas rien. Ouais. Et ça, par exemple, c'est beaucoup mieux passé. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais donc voilà, c'est le fil rouge. Alors, on n'est quand même pas bête, on sait bien, pour le moment, nos porteurs, ce sont des clettes. Il n'y a aucun qui est un combattant dans le groupe. Et donc, on a besoin d'un petit peu les former. Ah, Aline s'est révélée, par le plus grand des hasards, être quand même... Elle est quand même que 2 en combat. Oui, mais Tu elle nous est as dit, très forte. Tu nous as dit on peut pas mettre plus que 2 dans les compétences de combat. Ce Oui. qui est logique, parce que nos personnages... Vous êtes les clochards du coin, Voilà. qu'est-ce que tu veux. Et donc, on a besoin un peu former nos porteurs, et on a besoin de thunes, et on a besoin de pouvoir, pour pouvoir retrouver ce personnage. Et donc, le premier truc, on va passer vite fait autour de cette première histoire. On a une caravane, et donc, évidemment, nous, on se dit, on va piquer les richesses de la caravane. Il y a une caravane marchande qui arrive. Une caravane de Batranoban. Pour continuer à planter le décor, ils sont dans Bloodlust, ils sont dans la forêt de Mortepente. Et en fait, la forêt de Mortepente, c'est encore un truc où je trouve, moi, que j'ai pas fait un super bon boulot, mais en même temps, il faut imaginer, c'est une forêt qui est plus ou moins aussi grande que, on va dire, 1/3 de la cordillère des Andes. C'est la forêt sauvage, magique
dangereuse, inconnue, par excellence, dans Bloodlust. Et en gros, il y a juste un chemin qui longe un lac, qui est plus ou moins l'endroit civilisé. Mais dès que tu t'éloignes de cette route et des villes qui en sont tout au long, t'es dans putain de Mad Max parmi les sapins, quoi. Eh ben, j'avais pas vraiment vu ça comme Je ça. sais, mais c'est parce que à aucun moment vous êtes vraiment parti. Non, Jusqu'à c'est vrai. présent, le plus loin que vous avez fait, c'est aller jusqu'à. Enfin bref, c'est l'histoire d'après. Ouais. Donc ici, le truc, on a commencé à utiliser nos quelques compétences. Moi, j'ai essayé de distraire les gardes en faisant des jongleries, parce que j'ai plein de points en spectacle. Euh, et il y a Liane, Lien. Liane, j'y arriverai un jour, Mhm. qui a dragué le chef de la caravane, Le, qui a- le gros Bourrafa. le gros Bourrafa, qui a récupéré des tonnes de thunes grâce à lui. Mais comme je disais, donc cette caravane arrive, et puis alors il y a le gros Batranoban qui mène la caravane, et qui évidemment, il a l'habitude de se faire draguer par toutes les jouvencelles, et il flash sur la grande blonde, à savoir Liel. Et comme je disais, il prend une montagne de pièces dans ses mains, et il fait comme ça, Comme des... avec des pièces, avec des cestes. Et, Des cestes, c'est la donc, même. bah oui, ce qui se passe, c'est qu'ils essayent d'un peu l'entourlouper. Bourrafa fait plein de cadeaux à sa dulcinée, qu'il pense bien se farcir le soir même. Je vois qu'il l'a fait d'ailleurs. Non, il a pas eu le temps. Il a Ah, pas... ok. Mais t'as peut-être pas assisté à la scène. Mais Mais ils sont drogués ensemble. Mais... Oui, 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 mais bon, Liel avait plus l'habitude. Euh, et donc, je continue un petit peu Vas-y. ou- Il Euh, il faut savoir qu'il y avait deux caravanes qui étaient beaucoup plus fermées, beaucoup plus protégées Oui, que les autres. donc il y avait trois caravanes, toujours un peu gardées par des soldats. La caravane de Bourrafa, une deuxième que j'avais décrit comme ce qui semblait être une grande cage avec une bâche, et je dis la troisième caravane, c'est un gigantesque coffre-fort, c'est en bois, c'est ferré, c'est solide, et évidemment, dès que tu dis un truc comme ça, les aventuriers, ça excite leur curiosité. Euh, et donc, pendant que Liel est en train de roucouler aux oreilles de l'autre gros puant, Moi, je distrais les gardes. toi, tu discrais les gardes en faisant un petit spectacle, d'autant plus que tu as des bonus grâce à Glandil qui t'offre Voilà. ça. Quand je dis moi, je veux dire moi, porteur, Abnon. Abnon, porteur de Glandil. Tout à fait. Et. Et ce qui s'est passé, c'est que Aline, qui peut traverser les murs et se rendre invisible, grâce à qui, Oui, tout à fait. est rentrée dans la dernière caravane, celle qui était blindée. Tout à fait. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que effectivement, Moustache en tant que Aline m'explique il passe par derrière. C'est un truc très rigolo dans le jeu de rôle, c'est que quand tu prends un joueur à part, tu dois toujours en prendre Ah deux. bah oui, Vu qu'il y a t'as toujours l'arme. Il y a toujours le porteur et l'arme. Mhm. Et donc, grâce au pouvoir passe-muraille, Aline traverse la paroi de bois qui mène dans la caravane ferrée. Seulement, moi, je savais ce qu'il y avait à l'intérieur. Et ce qu'il y avait à l'intérieur, c'était un monstre, un serpent à plumes géant, qu'ils avaient kidnappé dans les jungles Gadar et qu'ils comptaient bien vendre dans les cirques à Pôle, enfin dans la capitale. Et c'était pas mal. Moi, j'aime ces moments où les aventuriers, enfin, non, les joueurs plutôt, sont tout à fait naturels face à une situation parce qu'ils n'ont pas le temps de réfléchir. Et donc, je dis juste, tu arrives dans cette caravane et ça sent, il y a une odeur entêtante, une odeur qui agresse les narines. Et alors, vu que tu es nyctalope, hein, Ah oui, en plus. bah C'est oui, bien pratique ça. c'est une salope. Mais non, elle voit plus ou moins dans le noir. Je dis, tu vois juste la lumière qui passe par la serrure. Et dans ce rayon de lumière, tu vois une tête serpentine de la taille de ma chaise de PC qui se lève, avec la langue qui sort. Et à ce moment-là, ah, je relance le pouvoir, je retraverse le mur. Et je lui dis, tu as juste le temps de passer le mur quand tu vois la tête du serpent qui va se cogner, boum, contre la paroi. Là-dessus, ça éveille un petit peu la suspicion des gardes. Donc deux gardes viennent voir ce qui se passe. Et C'est à après, ce moment-là qu'elle s'est fait attaquer. après tout s'est passé très Oui, oui. vite, en fait. Oui. Il faut savoir aussi que Meraxès avait mis dans la tête du chef des gardes
qu'il allait se rebeller. Oui, parce que donc Meraxès a comme pouvoir qu'il peut implanter une idée fixe dans la tête de quelqu'un pendant quelques heures. Le petit salaud. Voilà, et donc le chef de la garde de Borafa allait avoir pendant 2 heures dans sa tête l'idée, il faut que je trahisse mon maître, il faut que je me casse. En gros, il a interprété ça comme il faut que je me casse avec la caisse. Et donc, s'en est suivi un combat. Il y a tous les gardes qui ont vu que Aline avait une arme dieu et ont voulu la tuer. Ils ont voulu la tuer. Et tu leur as fait, t'as fait 6 attaques sur Aline qui s'en est pris plein la gueule. Elle s'est pris 4 attaques. Ouais. Et ça a été une bonne occasion de vous faire vous rendre compte que, ok, vous avez des armes magiques surpuissantes, mais vous n'êtes pas en béton. Les gardes ont mis 2 coups d'épée à Aline, qui s'est pris beaucoup de dégâts, Il a fait et qui, je crois, s'est rendu invisible, encore une fois, grâce au pouvoir de Ki, et s'est barré. En gros, ce qui se passe, c'est que les gardes prennent l'or de Bourafa, veulent s'enfuir, et pendant ce temps-là, moi, je sais plus très bien comment. J'avais réussi à rentrer dans la deuxième caravane. Oui. Je pense pas que j'avais crocheté. Où tu avais vu... Ah, je m'étais téléporté à l'intérieur, parce que ça, c'est un des pouvoirs de Glandil, c'est de se téléporter. Je m'étais Ouais. téléporté à l'intérieur, parce que c'était un grillage, donc je pouvais voir l'intérieur. Et il y avait une femme qui était attachée et droguée. Et Bah, je vous avais dit, c'est une femme qui est pratiquement emballée comme un corps dans un linceul, voilà. mais qui a l'air encore vivante et dans le coma. Et donc, on s'est enfoui avec cette femme dont on va pas parler plus parce que on ne sait encore rien sur elle. Donc, je ne veux pas commencer à faire des suppositions et voir mon maître de jeu faire... Tu ne veux pas faire des suppositoires? Voilà, je ne veux pas savoir, je ne veux rien savoir. Donc, on va pas trop parler d'elle parce que pour le moment, on ne sait pas encore qui elle est. Même si j'ai des soupçons, mais je ne sais pas très bien si mon personnage, lui, Mais peut avoir envoyer des une soupçons. théorie. Ouais. Mm. Quoi qu'il en soit, ce qui se passe juste avant que les gardes trahissent Bourafa et s'en aillent, ils décident de balancer de l'acide sur le... non, attends, du parfum Oui, tout et à de fait. l'acide Oui. sur l'espèce de serpent à plumes. En fait, ce qui s'est... voilà, je peux plus ou moins lâcher le morceau pour cette première aventure. Donc, en gros, le capitaine des gardes a mis ces 6 hommes au courant de la trahison. Ils ont chargé tout l'argent qu'il y avait dans la caravane sur leurs chevaux. Et avant de partir, ils ont balancé de l'acide mélangé avec le parfum que portait Bourafa sur le serpent à plumes, ce qui ne lui a pas forcément plu. Et ils ont pété le cadenas du truc en partant au grand galop. Et donc, là-dessus... Il y a un serpent à plumes qui s'envole. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'à ce moment-là, Liel était dans une chambre en train de faire « Oh, mon gros doudou !» à Bourafa. Et Bourafa qui fait « Oh, j'ai un super parfum pss, pss, sur Liel !» J'ai un super parfum sur Liel. À ce moment-là, le serpent à plumes, évidemment, traverse la fenêtre de l'auberge, attrape Bourafa. Tout ce petit monde se dit « Ok, là, il est temps qu'on se casse. » On vole 2 chevaux. Vous volez 2 chevaux qui vous restaient. Et vous avez quand même... Il y a eu un moment... Le dernier truc que vous avez vu au village, c'est la carcasse à moitié dévorée de Bourafa qui vient s'écraser au centre du village avec les villageois qui comprennent rien et qui sont horrifiés. Mais il faut savoir que Saloperie nous a poursuivis parce que Liel avait Liel l'odeur. sentait le parfum Voilà. égale douleur. Voilà. Donc, quoi qu'il en soit, on s'est barré dans la forêt. Mais le long de la route, on va essayer de rattraper les gardes que pour le moment dans le jeu, on n'a toujours pas retrouvé. Et on s'est retrouvé dans une ville un petit peu plus importante, très fortifiée. Mhm. On a réussi à passer grâce à la verve légendaire. Mhm. Et vous avez aussi récupéré la fille... on a récupéré la fille, tout à fait. emballée. Donc vous êtes arrivé à 5h du matin dans une ville fortifiée avec des blessures partout. Aline qui porte un gigantesque truc emballé dans des sacs de patates qui n'est rien d'autre qu'un cimetière géant magique. La fille dans le coma qui est emballée dans un tapis. C'est pour ça qu'il faut mettre des points en persuasion. Ouais, moi j'ai quand même été gentil parce que oui, vous oui, formez oui. une bande très, très étrange, mais bref, ils se sont retrouvés donc à 5h du mat dans une ville je sais plus comment je l'ai appelée, J'ai oublié. la Cambarde, je pense. T'avais donné plusieurs noms, il me semble. Non, la première ville s'appelait le Vaseux de Charge. Ouais. Et
Et il me semble que cette ville suisse la Cambarde, c'est s'appelle bon. Cambarde Peu ou un importe. truc comme ça. Vous Et, pouvez quand même pas aller vérifier. ah, mais c'est des éléments repris plic-ploc Ah. des scénarios d'introduction, donc, mais que j'ai complètement changé, D'accord. évidemment, comme d'habitude. Mais, et donc, ils arrivent à la maison des mineurs, à savoir la grosse auberge, l'espèce de cantine des mineurs du coin, puisque c'est une ville qui est réputée pour ses mines, son artisanat, pour les armes et pour les armures. Je me suis dit, tiens, comme ça, s'ils veulent s'équiper dès le départ, ils pourront. Voilà. Même si je ne vous ai pas donné de sous pour le faire. On a, grâce aux ressources de Bourafa qu'il avait donné à Liel, on a pu s'acheter quelques trucs. Et point intéressant, je trouve, d'un point de vue purement crédibilité des personnages. Donc Liel a récolté de l'argent, et Liel a distribué ça de manière égale entre les frères et sœurs. Tout à fait. Liel n'a pas donné d'argent à Hakim, ce qui est un peu logique. C'est Hachim. Hachim, c'est pas Hachim. Mais oui, effectivement, c'était de nouveau quelque chose d'intéressant mis en place par Gigi. C'est que au moment de distribuer l'argent, ok, je le distribue, mais à mon frère et à ma sœur. Parce que Hachim, on ne sait pas qui c'est. Et puis alors, bon, évidemment, t'as l'arme-dieu qui... Oui, mais enfin... mais il y a le côté les humains, et il y a les dieux. Les dieux s'entendent bien, même s'ils ont leur rivalité entre eux. Mais les humains ont des rivalités et une réalité, je dirais, qui est beaucoup plus terre-à-terre et humaine. Oui. Et donc, voilà, vous vous êtes retrouvés dans une chambre d'auberge avec cette fille qui était toujours dans le coma. Ouais. Vous avez vu qu'elle avait planté dans la gorge une aiguille enduite d'une drogue qui plonge la personne dans une stase pendant plusieurs mois. Et elle était couverte de blessures aussi. Et elle est couverte de cicatrices. De cicatrices et de blessures. Pour résumer avec cette fille, pour le moment, on est parti à l'aventure à un autre endroit. Et Mère Access lui a imposé de rester docile. On ne sait pas si ça va marcher. On n'est pas encore retourné à la ville pour savoir. On s'est un petit peu équipé, un minimum. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que le village avait des gros problèmes avec une drogue absolument dégueulasse. Il y avait des trafiquants de drogue locaux, et il y a une drogue particulièrement dégueulasse, c'est un petit peu de la mauvaise méthamphétamine qui tue les jeunes du coin, parce qu'on leur vend, on leur consomme. Et donc nous, on s'est vraiment présentés comme les héros. Nous sommes des mercenaires, nous sommes des gens incroyables. Et vous avez bien fait. Je n'étais pas sûr que cette accroche allait marcher, mais donc, effectivement, il y a un villageois, un des mineurs qui arrive avec son jeune fils adolescent qui est en train de mourir d'une overdose, parce qu'il a pris de cette drogue malsaine et un peu mal foutue qu'on leur vend la nuit. Et je leur décris les villageois qui vont en mode grumble, grumble chez le maire pour dire il faut que vous fassiez quelque chose. Et puis le maire qui fait ouais, mais vous savez, les gardes, ils ont déjà fort à faire avec les brigands et les Sekekers, qui sont encore autre chose que vous avez rencontré pour votre plus grand plaisir. Mais Abdon prend les choses en main. Tout à fait. Oui, c'est vrai que c'est de nouveau toi qui as fait l'ambassadeur. C'est moi qui ai le maximum charisme, donc je fais un petit peu Et donc je commence à expliquer que nous sommes des aventuriers errants et que nous sommes là pour un prix modeste, nous allons pouvoir les aider. Et jusqu'au moment où on rencontre le maire qui nous regarde et je me dis mais on le connaît lui, parce que le maire était un de nos clients réguliers. Il venait baiser le maire de la Cambarde dans notre famille. Un bon monsieur bien comme il faut. Eh ben, il allait se taper Aline, Liel, voire Abnon, ça j'en sais rien. J'en sais rien, c'est à toi de me dire ça. Oui. Il allait dans le coin, enfin dans le bouge pourri d'à côté pour se taper des putes. Et donc, il se retrouve entre on a vraiment joué pour lui mettre la pression. Entre Huisieux, mais pas du tout, parce qu'il y a tout le village qui est là, donc ils savent qu'ils le tiennent un peu par les couilles. Mais en même temps, encore une fois, lui sait que... Mais putain, mais pourquoi est-ce que les prostituées du bouge d'à côté viennent se faire passer pour des mercenaires ? Voilà. Et on a vraiment joué en lui mettant la pression, en prenant le peuple avec nous. Et en plus, on était là un petit peu... Mais oui, mais Hachim, grâce à ses talents incroyables, va soigner votre fils, qu'on dit au gars dont le fils est en train de faire une overdose. Sauf que le gamin, il était mort. Le gosse était mort. Et ce qui s'est passé, c'est que Mère Access, qui a utilisé un de ses pouvoirs, c'est qu'il a relevé le mort, parce qu'il peut faire des zombies, Mère Access.
Alors, et Vas-y, donc, vas-y. Mère Access, à ce moment, dit ah oui, 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 ben, on va me faire une mise en scène comme quoi on a guéri, on a fait un miracle. Et donc, il relève en tant que zombie, mais zombie obéissant, hein, à Ouais, Mère ouais, Access, ouais. le cadavre de l'adolescent. Puis, oh mon fils! Et puis, je décris le gosse qui est. Et puis, oh, on va le ramener à la maison, on va lui faire une bonne soupe. Ah, femme! Ouais. Notre fils a survécu! Et tout le monde était en mode. En gros, nous, on utilisait ça pour se faire bien voir face à la foule. Oui. Sauf que, Bah, d'autant plus que 20 minutes plus tard, 20 minutes plus tard. il est retombé mort. Mais vous étiez plus là à ce moment-là. Voilà, exactement. Euh... Alors, je crois qu'on a un petit peu utilisé ça, à l'air de dire, Ah, oui. mais si, mais vous êtes resté en ville, tiens. Alors, Mais bon, oui, peu enfin, importe. on avait dit un truc du genre, oui, malheureusement, il était trop patin. On a réussi un petit peu à arrondir les angles et on a réussi à se faire passer pour des potentiels héros. Vous avez pas trouvé un nom pour votre compagnie? Il me semble que vous aviez cherché un nom pour votre Oui. compagnie de mercenaires. Vous avez trouvé quelque chose et vous l'avez tous oublié la fois d'après. Je l'ai peut-être noté, faudrait que ce sera pour la prochaine fois. Hmm. Mais on a peut-être inventé n'importe quoi aussi. Enfin, toujours est-il que les villageois font une cagnotte qui finit entre les mains du maire, qui a essayé un peu de vous gratter quelques thunes au mais passage. on lui a tordu les couilles. Hein. Non, mais vous avez bien raison. Et on a... Donc, on sait qu'il y a une bande tenue par Machin, les Dentés, Alors, c'est la bande des fils d'or, les fils d'or, ouais. qui sont la petite mafia locale, Ouais. tenue par Daphnor Lédenté, Exactement. qui gère ses opérations depuis une auberge désaffectée qui se trouve à environ 16 km de là, Au milieu de la forêt. du côté de la forêt. Et bah, c'est là que je dis que j'ai pas fait, en tant que maître de jeu, un très très bon travail de mise en place. Pour la plupart des gens, ces gens de la ville, ils vivent dans une mini-forteresse, quoi. C'est un village gaulois, ils ont des palissades. J'avais essayé de vous expliquer que quand ils ont des enfants, les chambres des enfants sont fermées à clé avec une porte digne d'une prison, parce que Parce qu'il y a des séquekers t'as les séquekers qui font des raids pendant la nuit, qui viennent choper les gosses. Les séquekers sont une espèce d'Amazon, en fait. Ouais, Mais qui avec- volent les filles. Mais avec tout le côté le plus horrible, qui se coupent les seins, qui sont des guerrières, qui sont vraiment qui enlèvent les filles, tuent les gens. C'est un peu basiquement dit, mais dans Bloodlust, les Sekekers, c'est si tu prends le cerveau d'un orc et que tu le mets dans un corps de... J'allais dire d'une féministe, mais ça va très mal passer. Non, ça, dis pas ça. Mais d'une Amazone, quoi. Donc c'est des femmes qui volent les enfants. Effectivement, elles se coupent les seins, elles se scarifient. Enfin, elles sont revenues à l'âge de pierre, on va dire un petit peu. Et évidemment, les hommes, il vaut mieux pas tomber sur les Sekekers quand on est un homme. Parce que dans les autres jeux de rôle, on en a eu des histoires de colliers de couilles, mais les Sekekers le font vraiment. Ah oui. Et donc, donc les gens de la Cambarde, ils vivent vraiment cloîtrés dans leur village. Le simple fait de sortir pour aller vendre son métal dans la ville d'à côté, c'est une aventure en soi. Et c'est pour ça que les gardes sont si occupés. Et donc, tout le monde se demande, mais comment ça se fait que cette petite bande de dealers arrive à survivre aussi loin, pas si loin que ça, mais aussi loin de la civilisation dans son auberge. Mais maintenant, on le sait. Ah bah, oui. Mais quoi qu'il en soit, ici, Hachim fait son boulot sous les grands conseils de Roharam. On se dit, ok, on sait qu'ils tiennent une auberge, on va aller là-bas, on va les droguer et on va tous les tuer. Et à la base, on avait un plan, mais vraiment un bon plan. J'ai rarement vu le début d'un plan aussi bien se passer dans un jeu de rôle. Bon, le problème, c'était après le début. J'ai Mais des choses à dire. voilà, Hachim fabrique plein de drogues assommentes. Pour l'idée, c'est qu'on va foutre ça dans leur bière et ils vont tous. Vous s'endormir. avez fabriqué des grandes quantités de somnifères Ouais. mélangés avec du laxatif. Non, laxatif, c'était autre chose. Mais du somnifère. Ouais. Ouais. Vous aviez pas mis du laxatif dedans? Non, c'était autre chose. Bref. On a fait plein de somnifères et on a traversé la forêt pour trouver la planque des fils d'or. Alors, première chose qui se passe, c'est qu'on rencontre un gars. Déjà, vous partez en pleine nuit. Mhm. Ce qui m'a aussi étonné, parce que je m'étais dit, mais
ils vont certainement partir le matin pour arriver là en plein jour. Il y a là quelque chose que j'ai pas compris. Parce que moi je voulais qu'on parte pendant la journée. Mhm. Et j'ai pas compris. Moi, en tant que maître de jeu, je n'ai rien à me reprocher. Ouais, On a repris une séance qui commençait le matin, et je vous ai bien fait comprendre que vous avez passé toute la journée, parce que. enfin que Hachim a passé toute la journée à fabriquer Mais sa le truc, drogue. c'est que chaque dose de drogue, ça lui prenait 2 heures. Et moi, pendant que Hachim faisait ça, avec Abnon, je distrayais, je discutais avec l'herboriste pour Ouais. qu'il sache pas trop ce qu'on fasse. Mhm. Et donc, on dit on fait une dose, et les autres disent continue, continue, continue. Et donc là, j'ai pas très bien compris pourquoi. Et pendant ce temps-là, eux, ils ont rien fait. Et ils nous ont laissé Mais faire oui. plein de drogues, et ils n'ont rien fait de leur côté pour faire avancer l'aventure. Et ça, j'ai pas compris. Moi, je pensais qu'il allait y avoir du roleplay entre ceux qui n'étaient pas chez l'alchimiste pour un peu mieux comprendre Ouais. l'environnement, la ville. Et peut-être que vous alliez vous intéresser à la nana Oui. qui était toujours dans le coma, enfermée dans votre chambre. Mais je sais pas, enfin. Et je... Donc Val qui jouait Hachim et moi qui jouais Abnon, on était occupés. Donc Mhm. j'ai pas. Peu importe. Moi, je pense que les deux autres, ils attendaient simplement que vous fassiez la drogue parce que le but, c'était de partir le plus vite possible. Mais en gros, Mais vous vous êtes mis en route, il était genre 20 heures. Et donc, vous partez dans la forêt de Mortepente en pleine nuit. Ce qui n'est C'est pas... que j'avais pas compris que c'était une forêt potentiellement si dangereuse. Mais ça c'est ma faute. Ça, c'est ma faute. Mais je veux dire, si en termes de table de rencontre, la forêt de Mortepente, c'est potentiellement mortel. Ok. Voilà. Quoi qu'il en soit, à mi-chemin, on voit un gars sur un cheval qui essaie de se planquer dans la forêt. Ouais. Vous êtes dans le noir, vous voyez à une dizaine de mètres de vous un autre cavalier qui arrive et qui se stoppe. Et donc vous vous stoppez. Et il y a ce petit moment tendu du slip, en mode c'est qui? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on le tue? Et donc moi, non, mon premier réflexe ce serait d'avoir une discussion, et les autres disent non, on le bute. C'est certainement un méchant, on le bute. Et Mais le gars essayait, je vous expliquais que le mec, donc vous oui, avanciez, il essayait de se toute planquer dans la torche, forêt. vous avanciez toute torche éteinte, Hmm. et lui-même n'avait pas de torche, et il a essayé de vous éviter en prenant par la forêt. Ouais. Là-dessus, c'est parti. Glandil me dit, tu vas le buter. Je dis oui au grand Glandil, force T'es et très, fraîcheur. t'es très obéissant. Ah mais Hein. c'est mon seigneur, hein, force et fraîcheur. Et donc, multiplication des pouvoirs, il me téléporte, et immédiatement j'utilise mon pouvoir à distance. La chaîne nébulaire. C'est pas... Attends. Par la chaîne... Attends. La chaîne de perles... Par la chaîne de perles nébulaires. Et donc, en gros, c'est une attaque à distance où Glandil s'allonge en faisant force et fraîcheur. Tout à fait. En voyant un impact de froid sur la personne. Voilà. Et donc, je l'attaque, ça lui fait quelques effets, et après, il y a Aline avec qui charge à cheval et qui lui coupe la tête. Et qui lui tranche la tête directement. Et donc, jamais t'avais même un petit dessin des personnages et tout, mais il a pas fait le feu. Alors, comme je vous l'ai dit, j'avais écrit tout un background pour ce PNJ. Des fois que vous voudriez causer avec lui. Oh, ça aurait été mon premier réflexe. Il s'appelait Pierre le Vif. Oui, je sais. Et il avait tout plein de trucs à vous raconter, mais vous l'avez tué à vue. Oui. Et ça arrive tout le temps dans les jeux de rôle. Ça arrive tout le temps. Mais donc, alors parce qu'à un moment, il y a un moment de stress, ils sont dans le noir, dans la forêt, ils savent qu'ils ont décapité quelqu'un. Voilà, on le fouille, on trouve de la drogue sur lui. En plus, il y a un autre moment rigolo, parce qu'il s'est fait trancher la tête, mais le cheval continue à se barrer avec le corps du mec. Et si on veut toutes les preuves et tout ce qu'il a sur lui, Ouais. eh ben, il faut courser. Et donc, finalement... Je sais plus qui l'a rattrapé, mais quelqu'un a réussi son jet d'équitation. Quelqu'un a réussi son jet d'équitation, donc ça n'a pas posé de problème. Puis ils ont enfin allumé une torche, et ils ont vu la tête de mon pauvre PNJ. Ils se sont dit, ouf, c'est parce qu'à un moment vous avez stressé, vous vous dites, si ça se trouve oui. c'est le maire, si ça se Ou trouve c'est un mec qu'on doit pas tuer. Voilà, ça se trouve c'est juste un passant. Mhm. Et moralité, on commence à le fouiller. Et pendant qu'on le fouille, il y a un ours qui nous tombe dessus. Ouais. Bah oui, il fallait bien un moment que ça tombe, parce que normalement vous pouviez vous faire attaquer aussi sur le Ouais. chemin. Donc moralité, tiens, t'as à manger, voici le corps sans tête, on récupère la tête, hein, ça on sait jamais. Nous on se barre. Là-dessus, on arrive à la planque. Parce que l'ours c'était quand même quelque Oui, chose non, aussi. l'ours, Hein. c'est moi qui fais les caracs. Vu que c'est le système des critiques. Au fait, dernière mise à jour, je vous conseille
j'ai accéléré un petit peu les combats. J'ai un petit peu simplifié les combats et je trouve que ça tourne plutôt bien. Euh, Moralité, on arrive enfin à la planque avec, dans l'idée, que deux choses. De un, donc multiplication des pouvoirs. Ce qui t'a donné plein de dés, parce que lui, il fait une espèce de cagnotte de dés. Plus... Oui, il faut Vas-y, explique. expliquer Ah putain, je le dirai 1000 fois. À chaque fois qu'ils lancent leur pouvoir, les dieux déforment la réalité. Les dieux, que sont leurs armes, je veux dire, déforment la réalité, et donc ça apporte une certaine quantité de estus, si je ne me trompe pas. Ah, putain. Oui, 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 oui. Dans mon souvenir, c'est l'estus. Mais bon, bref. C'est pas ça. Vous avez Enfin, vu quel bon maître de jeu je fais. En gros, à chaque fois, on n'est pas vif ce soir. Non, ben, il est tard, que veux-tu. Et donc, je tape. Quand il lance des pouvoirs, je mets des dés dans un pot derrière mon cache. Et quand il y en a un certain nombre, ou quand je décide de faire un petit effet chaotique, eh bien, je lance ces dés. Et ben, je ne vais pas trop en révéler, mais si je fais certains résultats, ça me permet de lancer. Alors, la table des effets chaotiques dans. Enfin, pas chaotiques, mais bref. Dans Bloodlust, elle est bien, mais elle est pas trop top. Donc, je l'ai un petit peu épicée. Et j'ai été taper des listes d'effets aléatoires que j'ai trouvées dans Donjons et Dragons, dans Warhammer, et tout un tas de trucs rigolos comme ça. Et, mais donc, oui, quand vous arrivez pour mettre votre plan en œuvre, il y a déjà pas mal de dés dans l'estus. Tu m'étonnes, il y a Mère Access qui ressuscite des morts pour rien. Bon. C'est pas faux. Ce qui se passe, c'est que notre plan est le suivant. Et plan qui, de premier abord, s'est plutôt bien passé. Moi, Abnon, je me déguise grâce au pouvoir de Glandil, parce que qui peut me faire changer de forme, je me déguise dans le gars qu'on vient de tuer. Vous aviez sa tête. On avait sa tête, donc vous savez à quoi il ressemblait. J'allais taper à la porte, j'allais les distraire. Pendant ce temps-là, Aline, invisible et qui traverse les murs, je ne savais pas qu'elle avait besoin de traverser les murs. Au final, elle a passé la porte en même temps. Voilà, elle a passé la porte en même temps que moi. Va mettre le poison dans le baril de bière le plus proche. Bah, quand même derrière le bar, dans la cuisine, etc. Vous voyez d'ailleurs qu'il y a un souterrain qui mène un petit peu plus bas. Enfin, votre plan se passe bien, tu as fait un bon roleplay. Alors honnêtement, j'étais très content de mon roleplay. Je commence vraiment à la raconter des conneries. Oui, j'étais en train de pisser au vent. J'avais la bonne sensation du vent sur mon gland. Je suis en train, enfin, je me fais attaquer par un ours. Je m'enfuis. Puis après, je vois des gardes et je commence à raconter des conneries. Mais je trouve que j'avais fait un roleplay bien arrondi. Pendant ce temps-là, ils se foutent de ma gueule, hein, parce qu'apparemment Pierre le Vif n'avait pas une très bonne réputation. Non. Et Aline a fait ça. Premier problème, par contre, il y a plusieurs barils de bière. Et donc, elle met la drogue dans un baril le plus proche, mais point d'interrogation. Au final, on arrive à ressortir tous les deux, et tout se passe bien de notre point de vue. Oui. Et puis là, ben, bon, alors, l'heure de mon jugement est venue, c'est ça ? C'est pas un jugement. Tout ce qui vient d'être dit, c'est la fin. En fait, c'était la fin d'une séance. Maintenant, on va un peu passer d'un côté méta. Et je veux juste dire qu'on était super fiers de notre plan. Cette partie-là, vraiment cette séance-là, s'était passée super bien. Vous étiez super content de ce que vous aviez fait. J'étais super content de ce qui s'était passé. Je vous avais trouvé plein d'entrain et d'initiatives. Et eh ben, la séance d'après ne s'est pas si bien passée. Et donc, la suite, c'est une séance qui s'est passée, je crois, 2 semaines plus tard. Ouais, quelque chose comme ça. Et il y a eu une couille dans le pâté. C'est-à-dire que donc, ils avaient ce plan qui était, on est en pleine nuit, dans une forêt très dangereuse, parce qu'ils sont ressortis, et ils sont en lisière de la forêt, près de l'auberge. Ils ont un baril de bière empoisonné dans l'auberge. Et je t'avais expliqué que tu étais tombé genre sur 3-4 membres des Fils d'Or qui veillaient ce soir-là en buvant. Et entre les deux séances, moi j'ai fait ce qu'on vous a déjà expliqué dans le
par exemple, conseille au maître de jeu, à savoir l'écologie du donjon. Je me suis dit, les mecs, ils vont finir ce qu'ils ont dans leur verre, ils vont finir ce qu'il y a derrière le bar, mais ils vont pas ouvrir un baril de bière juste pour continuer à picoler. Donc, ce que je veux, c'est que les aventuriers m'expliquent ce qu'ils vont faire pendant la nuit. Moi aussi, je pensais que potentiellement, ils attendaient que les dealers reviennent et donc ils allaient peut-être rester toute la nuit. Mais ça, c'était plus une devinette qu'autre chose. Et donc, alors je commence à leur dire, bon, vous êtes dans la forêt, il est très tard, vous entendez des bruits autour de vous. On a vu des loulous. Qu'est-ce que vous faites? Et puis, on attend. Et là, on se dit, le maître-jeu attend quelque chose de nous. Oui, je crois que autant moi, le maître de jeu, que eux, les joueurs, se sont dit, il y a quelque chose qui doit venir de l'autre partie. Moi, je me disais, mais ils vont quand même se préparer. Moi, je vous imaginais debout, au milieu de la forêt, avec vos chevaux, que vous teniez comme ça. Et puis alors du coup, j'ai commencé à faire Et nous, ce qu'on attendait, c'est qu'ils boivent la bière droguée et qu'ils s'endorment. Oui, mais bon, en même temps... Enfin, bref. Et donc, à un moment, il y a des loups qui sont arrivés. Alors, ça a été un peu la panique. Il y en a qui sont montés dans les arbres. Et on a eu un combat contre les loups. Le problème, c'est qu'on est nuls. Hmm. Nos personnages, il n'y en a pas un qui est un vrai combattant. En fait, vaguement Aline, qui doit encore améliorer ses compétences de combat. Mais voilà, il y a Aline qui s'en sort un peu, mais les autres, on se fait bouffer par les loups. Oui, Surtout Abnon, j'en suis pris plein la gueule. Oui, vous vous en êtes pris un peu plein la gueule, mais... Heureusement, Hachim s'est soigné. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'après le combat contre les loups, vous étiez pas content parce que vous aviez l'impression qu'il se passait rien. Alors, on avait eu l'impression d'avoir eu un super plan où tout s'était passé comme prévu et que tout était tombé à l'eau. Votre plan, il était... En fait, tout votre plan s'était bien déroulé, mais votre plan n'était pas si super que ça. Parce que moi, ce que j'avais aussi prévu, c'est que si vous m'aviez dit... Mais c'est quoi ces brigands qui vont se coucher à 11h30? Ils vont pas faire la fête jusqu'à 5h du matin? Oui, mais non, mais il y en a toujours un ou deux qui restent pour surveiller, tu vois, mais voilà. Il se passait des choses dans la cave à ce moment-là. Et donc, à un moment, je sais plus qui pète un câble en disant, bon, il y en a marre. Et je crois puis que c'est alors, moi, j'étais impatient. vous avez recousu les loups, parce que vous aviez dégommé des loups qui étaient coupés en tranches. Je sais plus qui a essayé de les recoudre. C'est moi. Et il y avait entre autres un loup avec une tête à l'envers qui a été relevé en tant que mort-vivant. Voilà, Mère Access a dit ok, ça marche pas, plus rien à branler, on y va comme des bourrins. Là, la partie est partie en schleich. Voilà. Donc ils se sont retrouvés avec deux loups morts-vivants, tout droit sortis d'un Resident Evil. Ils sont arrivés. Je me suis téléporté à l'intérieur. Voilà. J'ai ouvert. Et Hachim, avec Roharam, a quand même été empoisonné les saucisses. On s'est dit, on va quand même essayer de les empoisonner. Donc tu as répandu du poison visqueux sur les saucisses au cas où. Voilà. Mais je crois, il me semble que c'est... Ah non, oui. Donc nous, en fait, avant qu'on revienne avec les loups, il y a eu une nouvelle entrée-sortie. Où c'est Hachim qui est entré. Je pense que c'est Abnon qui lui avait ouvert l'intérieur en se téléportant, il me semble. Cette histoire est compliquée, je sais. Donc Abnon, moi je me suis téléporté à l'intérieur, j'ai ouvert, j'ai réussi mes jets de furtivité et tout. Il y a Hachim qui rentre avec Waram, qui empoisonne les saucisses, qui sort. Et là il y a un gars complètement sous qui nous voit. Vous avez vu des clients, mais c'est les clients qui venaient là pour déguster... Arrête d'essayer de se rappeler les mouches, tu les auras pas. Oui, qui essayait. C'était un mec qui fumait les drogues, tu vois, et donc il n'avait rien à branler. Il n'avait rien à branler de vous voir. Enfin bon, donc on sort et puis à un moment, et c'est à ce moment-là qu'on se fait attaquer par les loups et on se dit ils vont jamais boire les bières, ils vont jamais manger les saucisses. On a des loups zombies, on y va. Donc on tape à la porte, il y a l'aubergiste qui ouvre. Vous avez carrément enfoncé la porte. Non, c'est ça. Moi, j'essaie à nouveau de me faire passer pour Pierre le Vif, mais ça marche pas. Et donc, ils disent, ok, il y a un gars devant la porte, on va le buter. Ils ouvrent la porte, ils m'attrapent, et ensuite, il y a les loups qui passent et qui bouffent l'aubergiste. Et là, combat. Et donc, en fait, tout ça pour dire que cette aventure aurait été très différente si, d'une part, moi, j'avais simplement dit aux joueurs, est-ce que vous attendez que votre plan se mette en place? C'est quelque part une honte un petit peu pour moi de me dire, après autant d'années de jeu de rôle, j'arrive encore à faire des erreurs de débutant comme ça. Tu aurais dû nous dire, de 1,
que la forêt était super dangereuse, parce qu'on n'a pas du tout réagi par rapport à ça. Mhm. On a vu un moment des loulous, mais on s'est dit, voilà. Mhm. Et nous dire, voilà, maintenant que votre truc est fait, est-ce que vous attendez? Oui, l'aventure aurait été très différente. Et d'une autre manière, à aucun moment, vous ne m'avez dit, on va attendre. On va attendre que notre plan se Mais mette en si, place. on attendait, mais tu nous dis, il y a une demi-heure qui se passe, il y a une heure qui se passe, ils sont Mhm. toujours là, vous entendez du bruit, et donc, bon, Parce que tout avait été prévu, hein. Vous auriez non, vous auriez dû attendre jusqu'au lendemain matin. vers 11 heures. Et ce qui se serait passé, probablement, c'est qu'ils auraient servi votre bière empoisonnée aux clients. Hmm. Euh, La bière était droguée la bière droguée, oui, c'est vrai. pour les endormir, donc potentiellement on aurait... C'est-à-dire on n'aurait pas vu la différence entre les clients et les brigands, donc on aurait égorgé tout le Et- monde. Ben oui. Mais donc, bref, s'ensuit Un combat. un combat où, je t'en prie, raconte. Honnêtement, le combat il s'est plutôt bien passé, Mm. même si on n'était pas très fort. Le seul souci qu'on a eu, c'était le chef, le fameux Daphnor l'édenté. C'était aussi un porteur d'armes. Et il avait fait une espèce de brume qui nous avait donné des malus. Euh, mais les loups zombies ont défoncé. Oui. C'est vraiment ça la... D'ailleurs, je vais quand même maintenant un petit peu prévoir les caractères d'un zombie parce que ces loups Mais zombies. je te les ai écrits, les caractères de zombies. Pour un zombie, mais pas Ce zombie humain. pour un loup zombie. Maintenant, bon, bref. Toujours est-il que ces loups zombies vous ont bien mâché la tâche, mais de toute façon. Bien mâché la tâche, c'est bien dit, oui. Oui. À la base, ce combat dans l'auberge était un peu le combat type pour Ouais. un peu vous faire jouer un combat et vous Voilà. n'étiez pas censé. Je comptais pas wiper le groupe. Entre les loups et Aline qui tranche comme une bourrine, qui a réussi à faire 18 points de dégâts en un coup. Un moustache qui dit toujours qu'il a jamais de chance au dé. Il a fait le plus gros jet de dégâts que j'ai jamais vu dans mon système de jeu. Mhm. Et on arrive à les avoir sans trop de problèmes. Tu nous as même laissé un survivant pour potentiellement plus tard. Oui. Et on l'a tué quand même. Mais oui, mais parce que, je veux dire, il y avait plein d'infos. Et alors, j'avais reporté sur ce potentiel survivant les infos de Pierre le Vif. Ah oui. Mais non, mais vous l'avez quand même tué. Mais, Donc, mais tant si pis les pour... autres... Mais putain, c'est pas moi. Donc, tant pis pour vous, voilà. Et, Ce serait ni pour Aram ni Abnon dans leur genre. et donc, ce qui s'est passé juste après, c'est que, évidemment, ils ont entendu le cri psychique. C'est qui c'est une bourrine, elle veut tuer tout le monde. Elle a un haut désir de violence, elle joue bien son personnage jusqu'à présent. Et donc parce que donc ils ont entendu le hurlement psychique de l'arme que possédait Daphnor au moment où le porteur de l'arme est mort, l'arme a ressenti sa mort et donc elle a hurlé et elle est maintenant dans une espèce de coma qui suit la mort d'un porteur. C'est très perturbant pour une arme dieu que son porteur meurt, elle ressent sa mort. Et ce qui s'est passé, c'est que la première qui est descendue dans la cave, c'est qui? Non, C'est Hachim. Hachim. C'est Hachim. Oui, parce que c'est Val. Mais, Oui, mais c'est Val. Val en tant que Hachim. Hachim, ouais. Et ils se rendent compte que donc il y a tout un souterrain en dessous de l'auberge. Et il y a entre autres une grande caverne dans laquelle il y a tout un laboratoire. Mais comme je l'ai dit, c'est un laboratoire vraiment pourrax. Hein. Il faut imaginer le labo de White et Pinkman au tout début de Breaking Bad. Breaking Bad, ok. Oui, j'étais en train de me dire, putain, mais quelle analogie de merde je suis en train de faire. Mais bref, et que surtout les parois de cette caverne sont recouvertes d'un champignon répugnant, Yeah. dont les excroissances forment un peu des visages, et que les membres des fils d'or tranchaient des parties de ces champignons, les réduisaient en poudre et les mélangeaient avec des drogues tout à fait legit. Mais en gros, on fout 75% de champi et 25%... C'est coupé, quoi. C'est complètement coupé. C'est coupé Et à la merde. vous n'en savez pas beaucoup plus. Non, c'est en pas fait. beaucoup plus. Mais bon, on a fouillé tout le lieu. En plus, ça servait aussi de bordel, cet endroit. Oui, parce qu'il y avait des filles à l'étage Voilà. de l'auberge. Et donc, nous avons libéré les filles. J'en ai séduit une, parce que ça fait pas de mal. Ben, bien sûr. On en est plus ou moins là. Mm. Donc ici, notre but maintenant, c'est de trouver... Voilà, et là, nous avons notre gros dilemme. Nous avons une arme dieu que l'on va interroger pour savoir si ils ont vu
notre ennemi, notre némésis. Mhm. Mais pour que on puisse l'interroger, quelqu'un doit le prendre. Ah bah Et oui. d'ailleurs, nous avons justement choisi, au final, oui, c'est ça, nous avons choisi la fille que j'ai séduite pour qu'on ait un minimum. Je lui avais donné un nom. C'était un truc genre Grutilda, je crois. Parce que je sais qu'il y a une Baboulina. Baboulina, Mais c'est celle qui avait beaucoup de volonté. Baboulina, c'est un peu la chef des... Voilà. Des prostituées. Et non, je crois que c'était Grutilda. Ok. Et donc, on a arrêté juste au moment où elle prenait l'arme. Mhm. Et donc, nous allons interroger cette arme. On avait pensé reprendre le lieu pour relancer et le bordel et le trafic de drogue, mais de la bonne drogue, hein, parce qu'il est hors de question que Hachim, tenant Roharam, fasse de la drogue de merde. Non, mais tout à fait legit. Hein. Et pour finir, on a laissé tomber parce que l'endroit est pourri. En plus, on apprend en effet que pourquoi ces gens n'ont pas de problème avec les Seekers, Mhm. c'est parce que les prostituées, de temps en temps, elles tombent enceintes. Et quand elles tombent enceintes d'une femme, ils Voilà, les donnent aux le Seekers. bébé est donné aux Seekers. C'est dans le scénario ou tu as repris ça de Game of Thrones? J'ai repris ça de Game of Thrones. Voilà. Je me suis dit sur le moment, ils seront jamais dupes. Mais bon, quelque part, ça tourne pas mal dans l'univers. Et ouais, et on en est plus ou moins là. Et on n'a pas récolté beaucoup Vous- d'argent parce qu'il avait tout dépensé. Vous avez trouvé... Alors ça aussi, c'est un truc... je vous ai senti fort déçu, mais c'est quelque chose qui fait beaucoup de sens, hein, comme dirait Jean-Claude. Le coffre de Daphnor l'Édenté était presque vide. Vous vous en sortez avec un trésor 126, il lamentable, me semble. complètement lamentable. Ouais. Mais je vous ai expliqué qu'effectivement, son coffre était rempli de sacs, mais qui était vide. Et donc nos deux objectifs qui viennent maintenant, c'est de 1, questionner l'arme-dieu qu'on a rencontré, qui était tenue par Daphnor, et de 2, on va retourner au village avec, en ramenant leur pauvre fille qui s'était fait enlever, et en nous présentant comme des héros pour être payés par le village pour les avoir débarrassés de ces vils brigands. Voilà. Et moultes aventures vous attendent encore. Exactement. Je crois qu'on n'a rien vraiment oublié. Je pense que tout a été dit. En tant que Roharam, je suis très content que Hachim a pu prendre le matériel pour fabriquer. Il n'y a pas eu d'échec Des épices. critique, Non, ou pas trop. non, ça s'est plutôt bien passé. D'ailleurs, tu devrais plus souvent nous rappeler de lancer le dé critique. Mais je sais. Mais je t'avouerai que moi-même, en tant que maître de jeu, souvent j'oublie. Hein. Mais... Très mal. Et ben donc voilà, ce sont nos aventures de Bloodlust jusqu'à présent. Ça a fait une longue... On en est à combien là? Ouais, là, plus d'une heure. 1h13. Pas mal. Ça va nous porter chance. Ben, je ne sais pas, est-ce que tu as d'autres choses à ajouter? Est-ce que Non. tu t'amuses bien dans cette partie de Oui, Bloodlust? c'est très intéressant, c'est très original. Mm. Nous avons une sensation de pouvoir. On se sent pas comme les pecnos de base, même si nos porteurs sont un peu nuls. Mais Parce qu'on a quand même des pouvoirs très importants de il base. y a un peu de l'un et un peu de l'autre. Vous êtes la lie de la société, transformée en demi-dieu grâce au pouvoir des armes. Vous avez énormément de pouvoir grâce au pouvoir des armes, qui sont quand même très puissants. Ouais. Et voilà, et je trouve que pour l'instant, eh bien, vous faites un très bon boulot. À part vaguement la grosse arme tenue par Aline, aucune de nos armes n'est vraiment combattante. Oui, et ça pourrait vous et- porter préjudice à un moment. Et donc, on doit toujours trouver un moyen détourné pour arriver à nos fins, et je trouve ça très intéressant. Mais je dirais simplement, Avec Abnon, j'ai augmenté mes caractéristiques de combat, mes compétences de combat, parce que sinon, Non, mais on s'en sort pas. Bloodlust, c'est un univers bourrin. Alors c'est très bien que vous fassiez un groupe qui peut se la jouer charisme, subtilité et furtivité. Mais quand vous vous retrouverez contre 6 Ekekers avec une arme dans chaque main, il n'y aura plus trop de pitié. Hein. J'ai été gentil avec les loups, j'ai été gentil avec les brigands. C'est un monde violent, et dans Donjons et Dragons, même les bardes, ils savent se battre. Tu vois. Bah, on va s'en sortir. Voilà. Et sinon, allez, juste encore une anecdote. Il y a quand même un truc qui m'a bien fait marrer, d'ailleurs ça vous a rapporté plus de points d'expérience, c'est quand tu voulais te déguiser en brigand. Tu te souviens de ça oui. ou pas? Non. Où je... C'était il y a 2 aventures. Donc Abnon veut se déguiser en brigand pour se faire passer pour un brigand. Et donc il me dit, ben,
je vais au marché et j'achète les loques Ah oui, oui, les oui, oui, plus oui. immondes Très rigolo. possibles pour passer pour un clochard. Et il y a Gigi qui joue donc l'arme-dieu de Abnon, qui fait pas trop attention, et Gilles me dit « Ouais, mais j'achète vraiment des sacs de patates et je fais des trous dedans, je veux passer pour un clodo. » Et je dis « Je serais bien intéressé de savoir ce qu'en pense Glandil. » Et je dis à Glandil, bah écoute, là tu reviens à toi et tu vois que ton porteur est en train d'acheter des défroques mais répugnantes. Qu'est-ce que tu fais? Et Gigi a réagi en faisant, non, porteur, qu'est-ce que tu fais? Tu dois être oh. Et le t'as vraiment réagi en faisant, mais Seigneur, j'essaye de ressembler à un brigand. Eh bien un brigand ça peut être classe. Un brigand ça peut avoir du style. Oui, c'est vrai. Et c'était très bon. Ouais, ouais, C'était pas mal du ouais, tout. ouais, Gigi, il joue Mm. bien Glandine. Il y a plein d'interactions intéressantes entre On vos peut pas persos. tout vous raconter dans le détail, on se souvient pas de tout. Je me souviens qu'il y a eu quelques phrases marrantes qui ont été notées. Le moment où Hachim a appris que s'il voulait pouvoir utiliser les pouvoirs, oui c'est ça que je voulais dire, de Roi Ram, il devait être pieds nus en Oui. permanence. Ça, ça a tourné un peu dans la tête de Val. Ok, si je veux être un demi-dieu, bah, je dois être à pieds nus tout le temps. Ah, d'ailleurs, dans le genre demande spécifique, il y a qui, sa porteuse, dès qu'il pleut, doit aller danser nue sous la pluie. Et c'est arrivé pendant qu'on attendait qu'ils boivent la bière, et il est commencé à pleuvoir. Elle s'est retrouvée à danser nue sous la pluie. Voilà. Ah oui, bah voilà. Ça arrive. Et donc, eh ben, ce sont nos aventures de Bloodlust. Moi, j'ai plus rien à dire. Moi non plus. personnellement. Donc on vous tiendra au courant pour la suite. À mon avis, il y aura plus ou moins le même temps entre ces vidéos-ci et la précédente vidéo de Bloodlust, en attendant la suivante. Mais il y a d'autres trucs qu'on pourrait faire en attendant. On n'a plus beaucoup de jours, je dis ça à chaque fois, mais c'est vrai. Là, on est... Tu dis ça Pour parce ce qui est que aussi souvent qu'au début d'Histoire au Coin des Vins, je disais qu'on n'en fait pas assez souvent. Voilà. Pour les jeux de rôle, en dehors de ceux qu'on est en train de faire pour le moment, on tire un petit peu sur la ficelle. D'ailleurs, beaucoup sur la ficelle. Mhm. Donc, on a des vidéos conseils qu'on va faire. On va parler des jeux de rôle que j'ai créés. Il y a encore Hearthstone à faire, mais sinon, ça va beaucoup tourner autour de Bloodlust et de conseils maintenant. Parce que, ou potentiellement d'autres jeux de rôle que je vais faire, même si je vais vous faire tester des jeux de rôle. Peut-être que si un certain Monsieur G masterisait un peu plus souvent. Eh ben, on fera un moment un truc sur mes scénarios, des critiques et des trucs comme ça. Allez, ça marche. Et sur ce, on vous dit à la prochaine. Bye 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 bye!